Donc, le sujet aujourd'hui, c'est des stratégies concrètes pour faire face à la loi C-59. On a le plaisir de pouvoir interagir avec notre conférencière aujourd'hui, qui est Valérie Védrine, fondatrice de Masse Critique et du groupe Ecomark, qui est une experte en marketing durable. Valérie aura la chance, ou on aura la chance de pouvoir l'entendre nous présenter des outils concrets, des exemples d'erreurs à éviter, les étapes clés pour assurer la conformité de vos messages euh, sans en perdre en impact. Alors, Valérie, la parole est à toi. Super. Bonjour à toutes et à tous. Un grand honneur. L'honneur est pour moi, Julien, je confirme, d'être là avec vous aujourd'hui. Donc, je vais partager mon écran. Excusez-moi. Euh, M'assurer que je fais ça comme il faut. Et on va aller. Voilà. Et donc, voilà. Donc, écoutez, on parle aujourd'hui de loi C-59, éco-blanchiment. Et ce que je vous... excusez-moi. Ce que je vous invite, en fait... Aïe, aïe, aïe. Attendez, excusez. Pas, ça fonctionne pas. Ça va? OK. Je pensais que c'était à moi qu'on parlait, mais... Ah, voilà. OK, parfait, ça marche. OK, très bien. Excusez-moi pour ça. Donc, je vous invite pendant tout, comme disait Julien, à ce qu'on fasse ça de manière interactive. Là, je vois juste une toute petite portion de l'écran, mais ce que je vous invite à faire, c'est pendant toute ma présentation, si vous avez des questions en direct, comme écrivez-les dans le chat. Julien, Alex, je vais vous demander de peut-être me le faire savoir s'il y a des gens qui posent des questions. Parce que ben, l'éco-blanchiment, c'est une question qui est vraiment dans les détails. Donc, n'hésitez pas, quand je dis quelque chose, s'il y a quelque chose qui vous interpelle à poser des questions. Mais si vous voulez pas m'interrompre, de toute façon, je vais m'assurer d'avoir au moins un 10-15 minutes à la fin. Je garde bien mon téléphone pas loin pour voir l'heure, pour qu'on puisse vraiment se poser des questions. Donc, enchantée d'être là. Mon nom est Valérie Védrine. Comme l'a dit Julien, je suis la fondatrice de Masse Critique. Pour ceux qui connaissent pas Masse Critique est un OBNL dont la mission est de provoquer la transformation durable et responsable de l'industrie des communications au Québec. Donc, on forme, on équipe avec différents outils vraiment l'ensemble de l'écosystème des communications au Québec. Donc, autant les agences de publicité que les gens de marketing en entreprise que les médias, les agences de production médias, etc. Donc vraiment toutes les personnes qui communiquent. Puis on le sait, vous comme moi, qu'on est tous en fait des communicants. Avant ça, et je vous avais un petit QR code si vous voulez en savoir plus sur mon profil. Mais en fait, avant ça, j'étais une personne de marketing au sens classique du terme. J'ai fait 25 ans de ma carrière comme vice-présidente marketing e-commerce dans l'alimentation, les cosmétiques et plus de 15 ans dans l'industrie du retail, du commerce de détail. Et pourquoi je vous dis ça? Ben, c'est parce qu'en fait, je ne donne de leçons à personne parce que je le dis tout de suite, du greenwashing, j'en ai fait. Est-ce que j'étais consciente que j'en faisais à ce moment-là? Non. Aujourd'hui, je regarde mes campagnes et je suis vraiment pas fière. Mais ça, évidemment, ça teinte un peu toute notre approche qui est que moi et l'ensemble du conseil d'administration, comité de direction et tous les gens de Masse Critique, on est vraiment dans une approche très pragmatique, sans jugement, mais vraiment à essayer d'apporter des solutions pour qu'on puisse communiquer correctement. Je vous le dis tout de suite, donc je ne suis ni avocate ni juriste. Donc, évidemment, si vous avez vraiment des questions spécifiques légales, je vous invite toujours à faire référence à un avocat, à quelqu'un dont c'est le métier, parce que c'est lui qui va aller vous défendre éventuellement au tribunal de la concurrence. Ça sera par moi. Mais donc, moi et toute l'équipe de Masse Critique, on est vraiment des experts de communication et du marketing responsable. Donc, c'est avec ce prisme-là que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, en quelques mots, comment est-ce qu'on va structurer notre rencontre, nos prochains, disons, 30-40 minutes ensemble? Je vais vous parler de la définition des co-blanchiments et on va tout de suite tomber dans la loi C-59, cette fameuse loi qu'on qu'on connaît peu, malheureusement, en fait.
qui est quand même notre réalité depuis juin 2024. Après ça, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue de communication? Ça va nous amener sur une nouvelle définition de l'éco-blanchiment et je vais finir sur des conclusions et des questions. Alors écoutez, à moins qu'il y ait des questions ou quoi que ce soit, j'avance. Parfait. On y va. Euh, voyons. Petit souci de... OK. Donc, définition, en fait, de l'éco-blanchiment. Pourquoi je pense que c'est important de partir de là? C'est que euh, souvent, quand on parle d'éco-blanchiment, on a le biais, en fait, ou l'a priori, que qui dit éco-blanchiment dit une intention. Donc, souvent, quand vous allez voir des définitions au niveau de l'éco-blanchiment, on va parler de soit des entreprises qui donnent des informations qui sont fausses ou trompeuses, donc qui vraiment veulent tromper le consommateur, avec des produits qui sont ou qui paraissent plus éco-responsables qu'ils ne le sont, ou on va parler de stratégies abusives, donc qui vont utiliser certaines stratégies de marketing ou même malhonnêtes. On parle souvent là-dedans de relations publiques, vous savez, pour les très grands polluants. Cette définition-là, moi, je l'aime pas parce qu'en fait, je vous l'ai dit en entrée de jeu, moi, je suis une personne de communication, donc je connais bien ça. On travaille avec des centaines d'agences, en fait, à travers le Québec. Et en fait, l'intention de faire des co-blanchiments est de plus en plus rare. Pourquoi? Parce que les entreprises, évidemment, comprennent qu'il y a un risque réputationnel qui est énorme derrière l'idée de faire des co-blanchiments et qu'a priori, je prends pour acquis que les gens se lèvent pas le matin en voulant mal faire. Donc, que de vraiment teinter cette idée qu'on ne fait de l'éco-blanchiment que quand on veut faire de l'éco-blanchiment, ça serait finalement trop facile parce qu'on se dirait, ben moi, je suis une personne honnête, donc j'en ferai jamais. Mais malheureusement, c'est plus complexe que ça. Donc, la définition que je vous propose aujourd'hui, c'est tout simplement de dire qu'il y a éco-blanchiment lorsqu'il y a un découplage entre le produit et la marque. Fait que, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il y a éco-blanchiment lorsque la marque, et là je parle de la marque dans le sens de la communication de la marque, va mettre en valeur une promesse sociale ou environnementale qui est plus grande que la promesse, que la réalité sociale ou environnementale du produit ou du service. Donc, il n'y a pas un alignement entre concrètement les mots que j'utilise et ce que je dis par rapport à la réalité. Et on s'entend qu'il n'y a pas de produit ou de service qui n'a pas d'impact sur l'environnement. OK? Alors, vous êtes tous des gens déjà très conscientisés, mais on comprend tous que peu importe ce qu'on fait, ça va aller chercher des ressources, une extraction de ressources, du transport, des consommateurs qui vont se déplacer, des fins de vie. Il n'y a pas de produit ou de service qui est anodin. D'ailleurs, quand on a parti Masse Critique, souvent on nous disait, mais l'industrie de la publicité, vous n'êtes pas polluant parce que vous êtes juste des cerveaux. Ça serait bien mal comprendre l'industrie. On utilise d'abord des ordinateurs qui génèrent beaucoup de ressources, mais évidemment, on a un impact sur la surconsommation. Donc ça, c'est juste un exemple, mais tout produit ou tout service a un impact. Donc, quand est-ce qu'on fait de l'éco-blanchiment? Mais c'est quand on ne réalise pas ou on ne dit pas vraiment la réalité entre notre impact social ou environnemental. Donc, on fait un découplage. Puis là, d'entrée de jeu, vous pourriez me dire, ben, OK, mais c'est pas compliqué ça de dire la vérité. En fait, ça l'est vraiment. Ça l'est beaucoup parce que nous, en marketing, en communication, on n'a pas appris l'humilité. OK? On n'est pas l'industrie la plus humble du monde. Et ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, malgré que nos outils ont bien évolué en 100 ans, disons, la réalité, c'est qu'on fait un petit peu encore du marketing comme faisait Mad Men à l'époque dans les années 60. C'est-à-dire qu'on est habitué parce qu'on sait que l'attention du consommateur, l'attention du client est assez courte. On est habitué à exagérer. On est habitué à utiliser des superlatifs. Vous savez, j'aime souvent prendre l'exemple que moi, j'ai commencé ma carrière dans l'industrie de la bière, puis la bière plus froide que froide, là, on était tellement fiers, OK? Mais c'est qu'on était habitué à utiliser des grands superlatifs pour parler de nos promesses, pour faire des points de différenciation. Et donc, là, quand on est dans une réalité environnementale, puis qu'on veut justement éviter le découplage entre la réalité sociale et environnementale, puisqu'on en dit, mais malheureusement, c'est là qu'il y a un clash. C'est qu'on ne sait pas faire l'humilité, la transparence, l'authenticité, et pourtant, c'est ce qui est requis dans cet exercice-là. Donc, on va passer à travers ça, mais déjà d'entrée de jeu, je veux vous expliquer comment est-ce que je vois les coûts blanchiment et d'enlever cette notion d'intention.
Donc, vraiment, j'ai des soucis pour passer. Voilà. Donc, depuis juin 2024, on a la loi C-59. Et je souhaite vous le dire d'entrée de jeu, la loi C-59, c'est une bonne nouvelle. OK? C'est une bonne nouvelle, mais nous, chez Masse Critique, on a travaillé beaucoup à la consultation publique avec le Conseil québécois du droit à l'environnement, avec beaucoup d'organisations, et on a milité beaucoup pour avoir une loi. Pourquoi? Ben parce que vous savez, comme n'importe quelle industrie, n'importe quelle communication qui a un impact, comme on l'a fait sur le tabac, comme on le fait sur l'alcool, comme on le fait sur la publicité pour les enfants, sur les produits de santé, on peut pas tout dire, et il était temps qu'on ait un cadre. OK? Et ça, en fait, la loi va nous permettre à nous, à vous, qui êtes des entreprises engagées, en fait, à sortir du lot. Donc, à bénéficier d'un cadre qui va faire en sorte que ceux qui font de l'éco-blanchiment ne pourront plus en faire, mais ceux qui ont des vrais engagements et qui veulent faire des allégations environnementales parce que c'est authentique, ben, vont pouvoir, eux, bénéficier, en fait, de la loi pour supporter et dire, ben oui, nous, on a toutes les preuves nécessaires, etc. Donc, la loi C-59, c'est quoi? Et je m'excuse, je réalise que je parle vite, là, mais c'est pas, je vais vous dire tellement de choses en peu de temps. Donc, vous m'arrêtez évidemment si je parle trop vite ou s'il y a quoi que ce soit. La loi C-59, c'est en fait une loi qui a rajouté deux pans à la loi sur la concurrence. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la loi sur la concurrence est régie par le Bureau de la concurrence. Le Bureau de la concurrence, donc ça, c'est fédéral, évidemment, c'est à travers le Canada. Le Bureau de la concurrence est un organisme indépendant dont l'objectif, lui, c'est de s'assurer qu'on est dans un marché qui est innovant et concurrentiel. Donc, vous savez, si vous voyez dans les médias, par exemple, certaines plaintes sur, euh, par exemple, les actions que peuvent prendre Google sur certaines choses en disant, ben, ça ne permet pas un marché concurrentiel ou différentes choses, c'est le Bureau de la concurrence qui gère ça. Le Bureau de la concurrence et la loi sur la concurrence ont décidé, en fait, le bureau a décidé d'augmenter la loi de deux, en fait, spécificités sur les allégations environnementales parce qu'il y avait de plus en plus d'entreprises qui parlaient de leurs avantages environnementaux, mais ça pouvait aller tranquillement sur des indications fausses ou trompeuses. Et juste une parenthèse, la loi C-59 et depuis juin 2024 est spécifique aux allégations environnementales, mais bien avant ça, on avait déjà des entreprises qui avaient été accusées d'éco-blanchiment. Vous avez sûrement entendu parler de Keurig, par exemple, ou des entreprises comme ça. Donc, se faire accuser d'éco-blanchiment, c'est pas une nouveauté, mais là maintenant, c'est vraiment beaucoup plus régi et encadré. Donc, je vais vous passer à travers les deux blocs qui ont été ajoutés spécifiquement. Je vais vraiment lire les textes de loi. D'ailleurs, dans la présentation, je vous ai mis le lien sur le Bureau de la concurrence. Toute cette information-là est évidemment accessible au public. Et je vais rajouter une information. Si c'est vraiment des sujets qui vous intéressent, vous pouvez même les suivre sur les médias sociaux, le Bureau de la concurrence. Et c'est assez intéressant ce qu'ils font. Ils font beaucoup d'éducation justement pour s'assurer qu'il y a un marché concurrentiel. Et ils font des webinaires, etc. Donc, si vous voulez aller plus loin, c'est vraiment une bonne source d'information. Donc, les deux blocs spécifiques, vous voyez, jusqu'à présent, en fait, on ne pouvait pas faire d'indication fausse ou trompeuse, donc on ne pouvait pas mentir. On ne peut pas mentir dans les communications, ça vous en doutez bien. On ne peut pas non plus mentir sur les indications de rendement d'un produit. Les deux blocs qui ont été ajoutés, c'est déclaration sur l'avantage environnemental d'un produit et ou d'un service, et les déclarations sur l'avantage environnemental d'une entreprise ou de l'activité d'une entreprise. Parenthèse, parce que souvent on pose la question, toutes les entreprises, évidemment, sont soumises à respecter la loi, qu'on soit un OBNL, qu'on soit une Inc. Donc, à partir du moment où on bénéficie, où on tire un avantage de nos communications, on doit se soumettre à la loi. Donc, premier bloc qui a été ajouté par la loi C-59, c'est la déclaration sur l'avantage environnemental d'un produit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que depuis juin 2024, la loi interdit à quiconque, OK, de faire une déclaration ou une garantie sur les avantages d'un produit, donc une allégation environnementale sur son produit ou sur son service, qui ne se fonde pas sur une preuve suffisante et appropriée. OK? Donc, l'exemple typique que va prendre le bureau de la concurrence, ça, c'est pas un exemple que j'ai créé, c'est vraiment un exemple du bureau. Ils vont donner l'exemple d'une entreprise de vêtements, par exemple, qui va déclarer que ses chandails ne libèrent pas de fibres microplastiques quand ils sont lavés à la machine. Si, et donc, ils contribuent à la santé des cours d'eau au Canada.
L'entreprise fait cette allégation-là, mais elle, en fait, quand elle a fait des tests à propos de ses chandails, elle a fait des tests de lavage en usine. OK? Donc, dans des contextes en laboratoire, dans des contextes qui reproduisent pas nécessairement le lavage d'une machine à laver. Mais ça, on va considérer que c'est de l'éco-blanchiment. Donc, revenez à ma définition. C'est pour éviter le découplage entre la marque, donc la communication de la marque, et les impacts réels, sociaux ou environnementaux. Donc, ici, ce qu'ils disent et qu'ils donnent comme exemple, ils disent, mais cette entreprise de vêtements-là déclare qu'elle ne libère pas, que ses chandails ne libèrent pas de fibres lorsqu'ils sont lavés en machine, alors que sa preuve, c'est de dire, mais ça ne libère pas de fibres microplastiques lorsqu'ils sont lavés en laboratoire. Donc, le fait qu'ils disent qu'ils sont lavés en machine à laver et que ça ne libère pas de fibres microplastiques, c'est de l'éco-blanchiment. Donc, ça veut dire que toute allégation, et vous comprenez maintenant l'importance des mots, toute allégation qui est faite doit être supportée par une preuve suffisante et appropriée. Qu'est-ce que c'est qu'une preuve suffisante et appropriée? Ça va être une preuve qui va soit être faite par une tierce partie neutre. Donc, par exemple, si vous faites vos déclarations sur vos émanations de gaz à effet de serre, ben, vous utilisez probablement une tierce partie qui va vous faire votre évaluation et vous pouvez utiliser ce chiffre-là. OK? Une preuve suffisante. Hop, ouais. Est-ce qu'il y a une question? Non. OK, parfait. Donc, une preuve suffisante et appropriée, ça veut dire qu'on va utiliser une démarche via un tierce parti pour démontrer exactement tous les tenants et aboutissants de notre déclaration. Est-ce qu'il y a des questions, Julien, Alex? Non, c'est bon? OK, parfait. Je continue sur le deuxième bloc qui va même aller expliquer encore plus ce qu'est une preuve suffisante et appropriée. Deuxième bloc qui a été ajouté, c'est les déclarations sur l'avantage environnemental d'une entreprise ou de son activité. Donc, la loi interdit maintenant à quiconque de faire une indication sur les avantages d'une entreprise ou de l'activité d'une entreprise qui ne va pas être fondée sur des éléments corroboratifs suffisants et appropriés, obtenus, écoutez-moi bien, au moyen d'une méthode reconnue à l'échelle internationale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, et ça c'est l'exemple du bureau, une entreprise canadienne qui va maintenant mettre dans son rapport de développement durable, dans son site web, nous allons être carboneutres en 2050, mais qui n'aurait pas derrière vraiment une méthode, qui utilise une méthode reconnue à l'échelle internationale, ça veut dire dans au moins 2 pays et plus. Donc, vous savez, toutes les GHG protocoles, vous savez, toutes les façons de calculer, toutes les différentes méthodes qui existent, qui sont utilisées à l'échelle internationale, doivent supporter les allégations. Donc, si vous faites maintenant une déclaration en disant nous serons carboneutres en 2050, mais que vous n'avez pas de plan concret pour recenser, atténuer vos émissions de gaz à effet de serre, vous allez tomber sous la loi et donc potentiellement être accusé d'éco-blanchiment. OK? Et ça, inutile de vous dire qu'il y a plus d'une entreprise, en fait, qui malheureusement a fait ce genre de déclaration. Hein. Il y a peut-être moins maintenant, mais il y a 2, 3 ans, on voyait partout, nous serons carboneutres en 2050, nous serons, bon, etc. Maintenant, il faut démontrer toute allégation. OK? Maxime. Je vois que Maxime a une Allô? question. Salut, Maxime. Je me demandais, en fait, est-ce que ton exemple fonctionne si une entreprise dit qu'elle veut, par exemple, réduire 50% de ses émissions ou si ça s'applique uniquement sur le fait d'être carboneutre? Non, non, si ça c'est un exemple. Merci, Maxime, c'est une super bonne question. Une entreprise qui dirait on veut couper de 50% ou peu importe, là, elle doit démontrer qu'il y a une méthode concrète derrière et elle utilise des méthodes qui sont reconnues à l'échelle internationale. Donc, toute allégation sur les avantages d'une entreprise ou les activités d'une entreprise doit être basée sur non seulement une preuve suffisante et appropriée, mais aussi des méthodes qui sont reconnues à l'international. Parfait, merci. Merci, Maxime. Donc ça, ces deux blocs-là, évidemment, ça change beaucoup de choses parce que, puis je vais rentrer dans des exemples d'éco-blanchiment, puis vous allez voir à quel point vraiment il faut transformer sa façon de communiquer, puis notre cerveau de communicant, parce que maintenant, on ne peut plus
en fait, donc vous voyez l'exemple précédent, c'était sur le fameux chandail qui ne libère pas de microplastiques dans la machine à laver. Donc, c'est très précis. Donc, il faut réapprendre un peu notre communication pour dire exactement ce qui est basé sur la preuve qu'on a. OK? Ce qui veut dire aussi que dans nos processus de création publicitaire, communication, site web, il faut un petit peu changer nos processus. Parce que moi, souvent, ce que je voyais aller, c'est que la communication arrivait finalement à un certain point, on disait, OK, on veut mettre de l'avant tel avantage. On faisait une déclaration, puis là, après, on avait un peu peur de l'éco-blanchiment, donc on allait chercher des preuves pour supporter notre communication. OK? Pas comme ça qu'il faut que ça marche. Il faut que l'entreprise communique et ses preuves et qu'après, on communique, basé sur ces preuves-là. Parce que, évidemment, tous les mots vont être pesés en fonction de la preuve. Donc, on est vraiment à une ère de communication, de transparence, d'authenticité, même j'ai envie de vous dire quasiment de vulnérabilité. Mais il faut pas voir ça en fait de manière négative. Le grand avantage de ça, c'est que les entreprises qui sont véritablement engagées, ben, vont pouvoir parler vraiment de ce qu'elles font en respectant la loi, et celles qui vont finalement pas respecter la loi, ben, vont devoir communiquer autrement. Donc, c'est quand même une très bonne nouvelle. Dernier point sur la loi C-59, ce qui est nouveau et dont on a peut-être entendu parler un peu plus, c'est le droit privé d'action. Donc, je vous ai expliqué au début qu'en fait, la loi C-59 est régie par le Bureau de la concurrence jusqu'au 20 juin 2025. Donc, vous voyez, c'est il y a quelques jours. La façon dont ça se passait, c'est vous allez sur le site du Bureau de la concurrence, vous déposez une plainte. Vous, n'importe qui, OK, on pouvait déposer des plaintes au Bureau de la concurrence. Et c'est le Bureau de la concurrence qui examinait en fait la plainte et qui estimait s'il y avait ou non éco-blanchiment. Et à partir de ce moment-là, si le Bureau de la concurrence estimait qu'il y avait éco-blanchiment, il amenait l'entreprise en question au tribunal de la concurrence. Un des grands changements qui est lié à la loi C-59, c'est que maintenant, quiconque, toute partie privée, peut accuser directement une entreprise et l'amener au tribunal de la concurrence. Donc, le bureau de la concurrence n'est plus l'intermédiaire, ce qu'on appelle le droit privé d'action. Donc, ça, évidemment, on comprend qu'en plus, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de prouver qu'on a nous-mêmes été, en fait, affectés d'une façon ou d'une autre, ni économiquement, ni personnellement. Donc, tous les groupes non gouvernementaux, entreprises à but non lucratif ayant des mandats environnementaux, toutes ces personnes-là, évidemment, maintenant peuvent accuser directement les entreprises. Et entre vous et moi, c'est ça qui a fait trembler beaucoup de pollueurs. Donc, quand la loi est sortie, il y a beaucoup d'entreprises, notamment en Alberta, des compagnies d'énergie fossile qui ont retiré toutes leurs allégations très, très rapidement de leur site web parce que, évidemment, ils savent qu'ils vont être ciblés par les groupes environnementaux. Et ce droit privé d'action va être rétroactif d'un an. Donc, ça veut dire que toute publicité qui est passée entre juin 2024 et juin 2025 peut être amenée à être accusée d'éco-blanchiment. Donc, évidemment, ça a fait peur à beaucoup d'entreprises parce que, ben évidemment, là maintenant, c'est plus juste le bureau qui va estimer si vraiment je fais ou non de l'éco-blanchiment, mais ça peut être mon concurrent qui décide de m'amener au tribunal ou une ONG ou Greenpeace ou voilà. Donc, c'est sûr que ça a fait évidemment très peur. Pourquoi est-ce que ça fait partie de la loi? Ben, c'est aussi parce que l'éco-blanchiment est quand même un fléau pour un marché concurrentiel et innovateur. Je vous parle même pas de l'impact sur les citoyens et sur l'environnement. Euh, et donc, évidemment, en ayant un droit privé d'action, ben, on facilite les accusations pour éco-blanchiment et donc, logiquement, ben, tous les groupes non gouvernementaux qui ont le mandat d'éveiller les consciences des citoyens sur les entreprises qui communiquent de manière plus ou moins éthique, ben, évidemment, vont en profiter pour accuser des entreprises. Donc, beaucoup de changements. Je vais tomber vraiment plus dans le détail des mots parce que je pense que le diable est dans les détails. Avant que je commence dans l'autre section, est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'en ai une. J'en ai une. Allez, vas-y. Est-ce que tu sais si quelque part il est indiqué l'impact en termes de charges que ça peut représenter Ah oui. pour le tribunal, justement? Tout d'un coup, là, il y a un potentiel
énorme de gens. Évidemment, je comprends que la partie qu'accuse devra par faire démonstration qu'elle croit justifier la cause du pourquoi elle poursuit, mais ça pourrait faire en sorte donc que des vraies causes pourraient être noyées parce qu'il y a une surcharge. Ah, oui, ça, écoute, je sais pas. Je sais que pour avoir travaillé avec plusieurs avocats sur sur ce sujet-là, il y a déjà beaucoup en fait d'ONG. Il faut pas se mentir là, qui pendant un an ont pris en liste des entreprises qui ont été considérées pour éco-blanchiment et qui viennent de les soumettre là, fin juin. Donc là, le nombre d'accusations qui va arriver, je sais pas à quel point ça va être important. Ceci étant dit, ce que je sais, c'est que ce sont quand même les plus grosses entreprises et potentiellement les plus gros pollueurs qui vont être attaqués en premier, probablement, right? Et ensuite, le tribunal peut décider le tribunal a quand même la possibilité d'accepter ou de refuser de prendre, donc, si le cas ne semble pas probant, en fait, le tribunal pourrait dire non, on ne prend pas ce cas-là, on n'estime pas que c'est une accusation valide. Mais ça me permet de faire du pouce, Julien, je te remercie. Une chose que j'ai pas dit, c'est le risque. Donc, évidemment, tout le monde comprend ici le risque réputationnel qui est derrière ça. On ne veut pas être la première entreprise dans notre industrie à être attaquée, c'est évident. Parce que pour la majorité des citoyens, une fois qu'il y a une accusation, ben, même si on n'est pas coupable, on est quand même jugé coupable. Hein, c'est la réalité. Mais le risque légal, le risque financier peut aller jusqu'à 3% de votre chiffre d'affaires mondial. Donc, on peut comprendre que ça peut représenter beaucoup d'argent pour certaines compagnies. Voilà. Fait que c'est quand même majeur. Une autre petite question en Oui. spin-off là-dessus. Est-ce que le gouvernement est à l'abri ou pourrait être poursuivi lui-même? Ben ça, c'est une bonne question. Franchement, nous, on a beaucoup d'organismes paragouvernementaux qui sont venus nous voir et qu'on accompagne. Mais a priori, non. A priori, tout le monde qui communique doit faire attention à sa communication et doit respecter la loi. Donc, Mais disons, puis là, je ne sais pas si c'est viable, là, puis je ne veux pas ralentir le groupe non plus, mais ça va être ma dernière, promis. Mais est-ce qu'on pourrait penser qu'un groupe environnemental pourrait poursuivre le gouvernement qui, d'un côté, applique des politiques dites de développement durable et de l'autre, propose des allègements fiscaux à des compagnies qui, euh, elles, génèrent un impact? Est-ce qu'un rapprochement pourrait être fait entre ces deux ben, actions leviers gouvernementales-là pour être poursuivi? Ben, on sait qu'il y a d'autres pays dans le monde où les gouvernements ont été accusés pour certaines réalités comme ça. Là, faut pas oublier que la loi parle de communication. Donc, si il faudrait accuser sur une communication. Donc, si le gouvernement dit, je sais pas, on fait X et Y pour l'environnement, et puis que derrière, on estime que les preuves ne sont pas suffisantes derrière ça, a priori, je vois pas pourquoi il pourrait ne pas être effectivement attaqué. Tout à fait. Merci. Merci. Alors, je continue pour vous donner des détails. Quels sont les mots et les images à bannir ou à expliquer? OK, nous, on a estimé 7 grandes familles, en fait, d'éco-blanchiment, concrètement. Le premier, c'est un vrai mensonge. Je vais pas y passer 1000 heures là-dessus. On comprend, on ment pas. OK? Et puis, vous êtes là, on s'écoute aujourd'hui, on est ensemble. Je considère que, évidemment, vous ne mentez pas, mais méfiez-vous quand même des affirmations sans fondement. Comme je vous disais au début, malheureusement, en communication, on est un peu habitué à faire ça. Mais aussi, ça va être pour des réalités très concrètes de communication. Si vous faites un panneau d'affichage au bord de l'autoroute, on sait qu'on a moins d'une seconde pour attirer l'attention. Donc, des fois, on va utiliser des mots. On va utiliser des mots qui sont plus frappants. Et il faut se méfier quand on essaie de faire des raccourcis comme ça. Quel est le mot que j'utilise? Est-ce que c'est un mensonge? Et puis des fois, on le fait effectivement pas avec l'intention de mentir, mais donc il faut vraiment des preuves concrètes derrière chaque affirmation. Bon, mais c'est évident, première étape, on ne ment pas. Deuxième étape, qui est, moi je trouve, l'éco-blanchiment que je vois le plus souvent, c'est la promesse disproportionnée. Qu'est-ce que ça veut dire, la promesse disproportionnée?
C'est cette idée qu'on va exagérer l'impact, le bénéfice, en fait, d'un produit. Et là, je vais vous donner un exemple d'une campagne qu'on a vu beaucoup à travers le Québec. Je nommerai pas l'entreprise pour faire de shaming, c'est pas mon objectif aujourd'hui. Mais par exemple, disons que j'ai une penne de lait qui est faite en matière recyclée, donc mon emballage est recyclable. C'est pas parce que l'emballage de ma penne de lait est recyclable que je peux dire je change le monde d'une pinte à la fois. Non, je ne change pas le monde parce que ma peine de lait. Pourquoi? Parce que quand je regarde l'analyse du cycle de vie de mon produit, évidemment, l'emballage est une toute petite partie de l'empreinte environnementale de mon produit, donc du lait, évidemment. On comprend bien, on sait que l'impact, il n'est pas sur le carton utilisé, ben, un peu, mais très peu. Donc, il faut faire attention à cette promesse disproportionnée-là. Cette idée que parce que j'ai changé un petit aspect de mon produit, je vais faire une grande généralité. Des fois, on va voir, même j'ai vu, mon site web est éco-conçu, donc je suis une entreprise responsable. Non, ça dépend ce que tu fais, ça dépend comment tu le fais. C'est pas parce que ton site web est éco-conçu que tu peux faire des grandes généralités. Donc, cette promesse disproportionnée-là, moi, je la vois souvent. Je vous ai mis un exemple rapidement. Je mets des exemples européens parce que ça fait longtemps qu'ils sont face à des lois quand même restrictives. Donc on a beaucoup de cas qui sont passés. Ça, c'est l'aéroport de Luton, par exemple. L'aéroport de Luton qui disait ils étaient en train de bâtir des bâtiments supplémentaires à l'aéroport, Luton qui est à l'extérieur de Londres. Et en bâtissant, mais ils disaient, nous, on va avoir certains critères environnementaux qui fait que si on ne rentre pas dans nos objectifs, on va arrêter la construction. Le problème, c'est qu'on comprend, vous et moi, que l'impact d'un aéroport, c'est pas tant son bâtiment que les avions qui atterrissent et repartent. Hein. Donc, de faire des grandes promesses environnementales en disant, ben, nous, nos bâtiments sont LEED ou X ou Y certification, donc, on rentre dans nos critères environnementaux. Et vous voyez, ils avaient des phrases comme notre aéroport, notre communauté, notre planète, mais c'est une promesse disproportionnée. Parce que c'est bien ce qu'ils font sur leur bâtiment, c'est formidable, mais la majorité de leur empreinte environnementale n'est pas là. J'accélère un peu, je vois déjà qu'il est 12h40. Troisième cas d'éco-blanchiment, c'est des informations ou des preuves insuffisantes. Donc ça, vous en avez vu, puis ça maintenant, c'est très, très spécifique avec la loi C-59. Donc chaque produit et chaque allégation doit être supportée par ses preuves. Et là, souvent dans l'industrie du tourisme, on va avoir une problématique qui est, je parle je ne sais pas si par exemple je promouvois un circuit que je vais appeler un circuit éco-responsable et que dedans je mets des hôtels et puis ça peut être vrai aussi quand vous travaillez avec des fournisseurs et ils me disent oui mais moi mon hôtel est plus éco-responsable. Si vous n'avez pas la preuve, mais que vous le mettez sur votre site web, c'est vous qui êtes responsable de votre communication. Donc, chacune de vos communications doit être supportée par une preuve, même si vous parlez d'une tierce partie. Si par exemple, dans l'industrie du vêtement, vous faites un vêtement puis vous dites ma fibre est éco-responsable et là vous vous dites ben oui, mon fournisseur m'a dit que, à partir du moment où vous le communiquez, ça veut dire que vous avez la preuve de votre communication. OK? Donc, chaque entreprise est responsable de ses propres communications, peu importe le média. Je me permets de rajouter ça. Ne pensez pas que c'est juste les médias comme la télé, vous savez, à grande audience. Ça peut être votre site web, ça peut être votre LinkedIn, ça peut être votre rapport de développement durable, tout ce qui est une communication externe ou entre parties prenantes. Donc, même si vous faites des communications à vos fournisseurs, vous pouvez, et à partir du moment où ça peut être vu par tout le monde, ben, vous devez faire attention à ce que vous communiquez. Donc, chacune de vos allégations doit être supportée par une preuve et une information suffisante. Souvent, quand on voit, vous voyez, je vais vous donner cet exemple-là qu'on a vu en Europe. Vous avez sûrement entendu parler, c'est Ryanair. Ryanair, qui est une entreprise d'aviation low cost. Ben, eux, ils ont fait toute une campagne, ça c'est il y a pas si longtemps, là, c'est il y a 3 ans, toute une campagne en disant que eux, dans le fond, ils avaient les émissions les plus basses de toute l'industrie.
et que donc, en fait, ils représentaient vraiment très, très peu de toutes les émissions. Et ils mettaient même des chiffres, là, vous avez dans la présentation, là, eux, ils représentent 66 grammes de CO2 par personne. Donc, ils allaient quand même assez loin. Mais quand, en fait, les citoyens ou les entreprises qui les ont accusés ont demandé des preuves pour supporter ces chiffres-là, ils n'ont pas été en mesure d'amener les preuves pour le supporter. OK? Donc, c'est pas parce que votre concurrent, ça, des fois, ça m'arrive. Des fois, on me dit, ben, moi, j'ai une auberge et puis moi, je fais telle et telle action. Mon concurrent, il communique ça, donc je peux le faire. Non, si vous, vous n'avez pas la preuve, c'est pas parce que votre concurrent le fait ou le dit que vous pouvez le dire et être à l'abri de la loi. OK? Vous êtes responsable de ce que vous communiquez. C'est bon? Je continue. Les mots vagues. Ha! Ça, c'est notre grand ennemi à tous. OK? Moi, quand on nous demande beaucoup, en fait, des fois de faire des recommandations sur des pièces de publicité, tous les termes qui sont flous, comme durable, responsable, carboneutre. Alors, vous pouvez me dire carboneutre, c'est pas flou. Oui, moi, je considère que c'est flou parce que il n'y a rien qui est vraiment carboneutre. C'est pas parce que vous contribuez peut-être à améliorer, mais tous les mots comme ça sont trop flous. Mettez-vous à la place de votre avocat qui va devoir aller au tribunal de la concurrence et défendre ces termes. Si vous commencez à dire, oui, nous, on est une entreprise écologique, comment est-ce qu'on défend écologique? Ça veut dire quoi? OK? Donc, tout terme doit être précis. Je vous donne des exemples. Ça, c'est des publicités que je vois en Europe. OK? C'est vraiment des screenshots avec des mots comme un avenir écologiquement durable. Ça veut rien dire. Un développement véritablement durable. Ça veut rien dire. OK? Donc, évitez tous les mots vagues. Soyez précis. En fait, c'est vraiment, encore une fois, de mettre de nouvelles lunettes et d'être très clair. Donc, d'enlever cette espèce de flafla qu'on met autour de nos communications. Et encore une fois, aucun jugement. J'ai fait partie du problème en long, en large et en travers, donc je comprends très bien, mais il faut être précis. Quand on utilise des termes, on n'est pas écologiquement durable. Qui va définir qu'on est durable? Même plus, il y a certaines organisations en tourisme, des fois, quand ils me disent, mais sur notre site web, on a un filtre où on va mettre une section, bon, mais les destinations durables. Vous êtes mieux de mettre les destinations plus durables que quelque chose que mettre durable point. OK? Il faut être capable de défendre ce que vous utilisez comme terme. Les images, parce que là, je suis allée vite sur la loi C-59. Si vous allez sur vraiment l'ensemble de la description de la loi, vous allez voir que le tribunal de la concurrence va prendre en considération les mots autant que ce qu'ils appellent l'impression générale. Donc ça veut dire que votre image, même si vous n'utilisez pas de mots qui vont être compliqués à défendre, même si tout ce que vous dites est absolument limpide, mais que derrière, vous utilisez une image qui peut tromper la perception des citoyens, l'impression générale va compter. Vous savez, c'est le cas typique de toutes les pubs de SUV qu'on voit actuellement, où elles sont toutes au bord d'une rivière avec un canot sur le toit. Ils disent pas qu'ils font des allégations environnementales particulières, mais ils démontrent en fait en étant dans la nature que ben ils sont pas si négatifs que ça. Vous savez, donc il faut faire attention à tout ça. Donc c'est ce que j'appelle les images suggestives. Donc quand vous utilisez des bords de plage, des montagnes. Il faut que vous l'utilisiez pour une raison, OK? Pas pour supporter, en fait, une allégation ou supporter un point. Il faut que vous ayez une vraie raison d'être là, une vraie raison de montrer ces visuels enchanteurs et donc de vous dire vraiment, est-ce que le visuel parce que le visuel va avoir le même impact que les mots. Si vous voulez voir un exemple de ça, très précis, il y a Radio-Canada qui a fait, il y a un an et demi, l'émission Carbone. Donc, c'est une petite vidéo disponible sur YouTube que vous pouvez aller voir. Ça dure à peu près une vingtaine de minutes. Sur justement l'éco-blanchiment, j'ai eu la chance d'y participer. C'était avant que la loi sorte. Mais ils utilisent en fait un cendrier, puis ils demandent à un designer, OK, fais-moi une publicité avec ça, puis il fait de l'éco-blanchiment, puis automatiquement, le designer prend le cendrier, puis le met sur le bord d'une plage,
avec des certifications, on sauve les dauphins et toutes sortes de choses comme ça, OK? Donc, méfiez-vous de pourquoi, quel type de visuel, quel type d'environnement vous utilisez. Est-ce qu'il contribue vraiment à votre message? Est-ce que c'est authentique ou est-ce qu'il y a quelque chose de trompeur? L'image que vous avez sûrement vue déjà, c'est celle-là. C'est une compagnie aérienne. Vous voyez que dans ces mots, en fait, les mots à proprement dit, c'était peut-être tendancieux, mais pas faux. C'est connecter le monde, protéger le futur. Mais évidemment, le fait qu'ils ont mis une image d'un avion avec la planète derrière, ben, c'était clairement évocateur. Quand on dit protéger le futur, on parlait d'environnement ici. Ils ont été évidemment accusés d'éco-blanchiment. Les deux derniers points sur lesquels je veux porter votre attention, c'est évidemment les faux labels. Euh, Tous les labels que vous utilisez doivent être faits par des tierces parties ou avoir vraiment des critères officiels. OK? Faites attention des labels, aux certifications, faites maison. Et même si vous êtes 5 entreprises à utiliser la même certification, OK? Il faut se méfier parce que vous devez, rappelez-vous, avec la loi, utiliser des méthodes reconnues internationalement ou des preuves suffisantes et appropriées. Si vous êtes jugé parti, que vous vous êtes regroupé à 5 entreprises et vous avez décidé que vous créez un label qui n'existe pas, vous prenez des risques d'être accusé d'éco-blanchiment. OK? Donc, il y a plusieurs cas là-dedans. Et la dernière chose à laquelle je veux vous porter votre attention, c'est faites attention aussi au hors-sujet. Le hors-sujet, c'est quoi? Ben, c'est de mettre l'attention sur quelque chose qui est différent de l'impact de votre entreprise pour un peu détourner l'attention. Vous savez, il y a peut-être quelques... Oups, désolé, mon chien. Mon chien vient de se réveiller. Il y a quelques semaines, je recevais... excusez-moi. Là. Il y a quelques semaines, je recevais un email, par exemple, de Zara qui disait que il supporte la WWF qui protège les animaux. Et donc, il disait, c'était quelque chose comme Zara pour le futur ou Zara pour la planète, je me rappelle plus exactement. Mais ça, c'est un cas assez classique de hors-sujet. C'est-à-dire que en supportant ou en commanditant un événement ou en supportant une cause, en fait, je vais essayer de me faire passer plus éthique, plus vert, plus en tout cas, plus ce que je ne suis pas. OK? Donc, faites attention à ça. Le dernier exemple que je vous montre ici, en fait, c'est Shell, par exemple. Vous savez, même sur son LinkedIn, qui avait partagé un sondage où finalement, il faisait ressortir que ben, pour les clients, l'essence, c'est pas vraiment leur première priorité. Donc, il y a quelque chose aussi un petit peu de tendancieux là-dessus qui a été mis de l'avant. Avant de lancer sur... ah oui, pardon, il me reste un G que j'allais oublier, qui est pourtant important. C'est ce qu'on appelle la fausse exclusivité. Donc ça existe peut-être un peu moins dans votre réalité, mais vous savez, quand une entreprise doit se soumettre à la loi, donc on l'a vu par exemple beaucoup, là, ce cas-là, sur quand les municipalités, certaines municipalités ont interdit, vous savez, les sacs plastiques ou les vaisselles, la vaisselle jetable. Mais on a eu, par exemple, certains fast-food qui ont commencé à dire, mais regardez, maintenant, on a une nouvelle vaisselle réemployable, regardez comme on est bon. Non, c'est pas parce que vous êtes bon, c'est parce que c'est la loi qui vous dit de le faire. Donc, c'est ce qu'on appelle ça la fausse exclusivité. OK? Avant de vous laisser ouvrir à vos questions, je veux juste vous mettre de l'avant deux choses bien importantes. Il y a une réalité quand même que l'éco-blanchiment, même si vous faites les choses comme il faut, vous utilisez les mots qu'il faut, faites attention à vos images. Gardez en tête que l'éco-blanchiment a quelque chose de subjectif. Et ce que je veux dire par là, c'est que vous, si vous êtes dans votre entreprise et que vous faites toutes les choses bien avec bonne intention, d'une certaine façon, vous allez avoir certains biais. Et l'ONG qui est impactée par votre entreprise ou un Greenpeace ou tout ça peut avoir un regard bien différent de votre impact. OK? Donc, moi, j'invite souvent les entreprises à avoir deux super pouvoirs dans ses poches. Premier super pouvoir, c'est les parties prenantes. On utilise beaucoup les parties prenantes au début, vous savez, d'un processus, par exemple, de développement durable où on va faire des analyses de matérialité, etc. On n'utilise jamais ou très rarement les parties prenantes pour valider nos communications. Dites-vous que comme on adresse, par exemple, la diversité et l'inclusion, on sait qu'on a des biais.
Ben, quand on parle d'environnement puis de notre entreprise, on a certains biais. Alors, n'hésitez pas, avant de faire partie des communications, à peut-être parler à vos parties prenantes, parler à vos fournisseurs, parler à des gens et peut-être même des gens qui ne sont pas d'accord avec vous pour dire, regarde, nous, on aimerait parler de tel point, voilà comment on l'apporte, qu'est-ce que tu en penses? Pas pour convaincre la partie prenante, mais pour recevoir un peu, sous une autre perspective, comment est-ce que ma communication va être perçue? Parce que comme communicant, vous n'êtes pas imparfait. Vous avez évidemment votre façon de voir, votre réalité. Ouvrez vos oreilles, vos œillères et allez questionner des gens qui font partie de votre entourage, de vos parties prenantes, qui sont impactés par votre entreprise. Et évidemment, votre deuxième super pouvoir, c'est les preuves. Toute preuve, vous devez les garder. Toute preuve doit être solide, doit être vérifiable. Donc, mettez en place un processus pour conserver vos preuves, pour vous assurer finalement que chaque fois que vous faites une allégation, vous avez la preuve qui le supporte. Et gardez-les, archivez-les. Je sais que c'est un processus qu'on ne fait pas nécessairement aujourd'hui, mais c'est votre meilleur moyen de vous prémunir si jamais à un moment donné, vous devez aller vous défendre ben, en fait, vous allez avoir besoin de ces preuves-là. Donc, rentrez ça dans vos processus. Allez demander à vos fournisseurs des preuves. Allez et gardez-les, stockez-les, archivez-les de manière à pouvoir vraiment vous sentir ben, plus solide et diminuer votre risque réputationnel. Donc, je vais laisser à Julien la parole. Nous, évidemment, on peut vous aider. On a des ateliers, on a des formations en ligne. Mais avant que je vous quitte, je vous partage ce QR code. Ça, c'est la boîte à outils du marketing durable. Donc, c'est gratuit, c'est sur notre site web. Je vous invite à le télécharger, à l'utiliser. Vous avez des ressources comme beaucoup de webinaires, des podcasts, vous avez des ressources gratuites, un serment d'Hippocrate des communicants. Enfin bref, vous avez une grille d'activités pour faire de l'éco-conception de vos campagnes de publicité. Bref, n'hésitez pas. Downloadez-le. Nous, on est là pour vous aider. Et voilà, et j'ai trop parlé, comme d'habitude, donc il reste 6 minutes pour vos questions, mais moi, je peux dépasser un peu s'il y a quoi que ce soit. Est-ce que ça a été utile? Ben, moi, c'est la deuxième fois j'ai la chance de t'entendre, puis encore aujourd'hui, j'ai pris des notes. Bon, formidable. Pertinent. Merci beaucoup. Merci énormément. Moi, je voulais faire un petit rebond sur ce que tu disais par rapport aux certifications, puis aussi à la justification par les preuves. Puis là, je fais une petite auto-promo pas auto-promo pour nous, mais pour Destination Québec Cité, qui met beaucoup d'efforts à mobiliser ses membres autour de la certification Biosphère, qui est une plateforme qui facilite justement toute cet exercice de documentation-là. Je ne sais pas si quelqu'un dans le groupe souhaite témoigner par rapport à cette démarche, si effectivement il constate que c'est utile. N'hésitez surtout pas à vous manifester. Autrement, j'aimerais ça t'entendre, si tu es confortable, à nous exposer justement la forme qu'un atelier pourrait prendre. Disons qu'on avait à le proposer à la communauté en cours d'automne, ça ressemblerait à quoi? Alors, quand on fait des ateliers, en fait, c'est un atelier de 3 heures et demie. Donc, on passe vraiment à travers, bon, une partie, on va plus en détail quand même sur la loi, sur les structures au niveau de la communication, mais surtout, en fait, on a un cas qui est adapté à votre industrie et on va passer ensemble. Puis vraiment, c'est un exercice qui est hyper intéressant parce que ce que je trouve, c'est que c'est ça, les coûts blanchiment, vous savez, tout est dans le détail. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va créer une publicité et d'un côté du groupe, on a les gens qui représentent une ONG, puis de l'autre côté, on a des gens de la marque. Et en fait, on se rend compte, en fait, on joue au tribunal d'une certaine façon. Et c'est là qu'on va se rendre compte que ben, tout argument peut être démonté, en fait, peut être questionné. Et donc, c'est là que c'est vraiment dans cet atelier-là et dans cet exercice-là qu'on déconstruit un peu, ah, OK, alors quand je dis ça, j'ai un risque et donc ça devient excessivement concret. Et en deuxième partie, en fait, on va aussi parler des outils de communication parce que quand on communique ces allégations environnementales, on veut aussi ben, convaincre des clients parce que c'est pour ça qu'on communique.
Hein? C'est pour avoir des ventes, c'est pour avoir plus de clients, c'est bon. Donc, on communique pour ça. Et souvent, la réaction, c'est aïe, 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 avec la loi, on peut plus rien dire. En fait, non, c'est qu'on peut plus dire n'importe quoi. Et donc là, on prend des exemples de campagnes de publicité qui ont été faites à l'étranger, dans des règles plus restrictives même qu'on a ici, et de voir comment est-ce que la créativité peut se développer. Donc, c'est toujours très intéressant parce que c'est très inspirant. On se dit, OK, il y a une lumière au bout du tunnel, on peut, on peut communiquer donc. Donc, on passe de la théorie au concret, là. Absolument, absolument, absolument. C'est génial. Je ne sais pas s'il y a des gens qui souhaitaient poser des questions, prendre parole pour commentaires. On a encore quelques minutes pour ceux qui le souhaiteraient. Merci. Ben oui, je vois que vous avez mis tous les liens. Ah, ben merci beaucoup. Mais dans tous les cas, ben merci. Merci Valérie. Merci à vous. Et à tous par votre présence. D'ailleurs, je souligne euh, Joanie Jonca de Bleu Feu. C'est brave d'avoir accordé ton dîner en ce jour de lancement de festival. Merci pour ton investissement dans ta présence dans cette activité avec nous. Euh, je, je, je l'ai nommé un petit peu, là, mais restez à l'affût. Avec Valérie, on va vous proposer cet atelier-là quelque part au courant de l'automne. Ce sera en personne dans le cadre d'une journée d'innovation en tourisme durable, à quelque part sur le territoire. Donc, n'hésitez surtout pas à nous faire part de peut-être des éléments que vous souhaiteriez qu'on adresse peut-être plus spécifiquement, considérant on était sur une présentation relativement générique par rapport à l'ensemble de ce que peut représenter la communication responsable. Là, on va peut-être plus essayer d'être orienté sur notre secteur d'activité qui est l'industrie touristique. Alors, ça fait le tour. Merci, merci à toutes et à tous. Un vrai plaisir d'être avec vous. Merci encore à toi. Merci, Julien. Une belle journée tout le monde.